Madame Chargé, vous êtes le président de CERCIL. Alors pourquoi, après tant d'années, après la fin des camps nazis, il fallait un lieu de mémoire? Après tant d'années, ça fait en effet 70 ans que les camps d'internement du Loiret ont ouvert suite à la première grande rafle de juifs étrangers. Ça fait 70 ans, et puis ça fait 20 ans que le CERCIL existe. Alors en effet, pourquoi ce lieu de mémoire? Si vous voulez, au fur et à mesure du travail qu'on développait au CERCIL depuis ces 20 années, travail de recherche, de recueil de témoignages, de travail avec les lycées, les collèges, de manifestations culturelles et pédagogiques, on a éprouvé le besoin, d'autant plus que les derniers témoins vont disparaître, puisqu'on travaille actuellement beaucoup avec des témoins devant les jeunes, on a éprouvé le besoin d'ancrer cette mémoire et cette histoire dans un lieu, de telle façon que plus personne ne puisse oublier, plus personne ne cède à la tentation de l'oubli de ces milliers de victimes qui sont parties de ces camps de Loiret vers Auschwitz. Et donc, on a voulu que soit pérennisée ici même cette exposition qui raconte non seulement le calvaire qu'ont subi ces milliers de victimes, hommes, femmes et enfants, et en particulier les plus de 4000 enfants de la rafle du Veldiv, mais aussi l'histoire qui a amené à de tels événements. Parce que nous pensons qu'il est extrêmement important, non seulement bien évidemment de rappeler la mémoire des victimes, ce que fut leur identité, leur vie dans ces camps, ce qu'ils ont subi, mais de rappeler comment on en est arrivé là, comment au cœur du XXe siècle, des gendarmes français, on en est arrivé à ce que des gendarmes français fassent monter dans les trains ces milliers d'enfants, comment au cœur du XXe siècle, comment s'est produit ce qui est une véritable rupture dans l'histoire. Et voilà, donc il y aura cette histoire, va être maintenant ici, les visages, les noms de ces enfants et de toutes ces victimes sont là. Un centre de documentation va permettre, pour ceux qui souhaitent, d'approfondir. Notre salle pédagogique permet de travailler avec les jeunes, de leur proposer des ateliers. Et puis derrière moi, cette baraque, qui est désormais classée monument historique, va montrer que cette histoire fait partie de l'histoire de France. Cette baraque fait partie du patrimoine de la France. Est-ce que ce musée s'adresse d'abord en large public, mais peut-être davantage aux lycéens, aux écoliers, pour qu'ils s'imprègnent pour que jamais cela? Oui, il s'adresse aux deux. Bien évidemment qu'il s'adresse au public le plus large possible, mais bien évidemment en priorité aux jeunes, puisque dans les programmes scolaires, il n'y a pas toujours le temps de développer cette histoire, qui est une histoire complexe. Si on veut bien la comprendre et la suivre, et je crois qu'il faut comprendre, y compris en amont de la Deuxième Guerre mondiale, en amont du régime de Vichy, comment des choix politiques, des choix de gouvernement, des manques de courage ont fait que on ne s'est pas opposé comme il aurait fallu s'opposer à l'ascension d'Hitler. On n'a pas aidé les Juifs menacés mortellement en Allemagne à se réfugier, etc. C'est-à-dire qu'il y a une succession de choix politiques et parfois de choix individuels qui font que l'histoire a été ce qu'elle est. Mais cette histoire n'est pas une fatalité, n'était pas inéluctable. Elle aurait pu se dérouler autrement. Est-ce que justement ces choix politiques, et notamment ceux qui sont faits parfois par le gouvernement en matière d'immigration, ça ne rappelle pas des mauvais souvenirs à tous ceux qui ont souffert pendant cette guerre? Vous parlez du présent. Bon, je ne suis pas favorable à des amalgames historiques qui comparent des situations qui Justement, c'est pour ça que je pose la question. n'ont rien à voir, à la fois dans le contexte général, dans la situation politique, économique, etc. Je crois que simplement, ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire qu'on raconte ici montre que au tout début des tout débuts, ce qu'il y a eu, c'est en effet, par exemple, qu'on a laissé se développer une propagande antisémite qui est devenue au fur et à mesure de plus en plus violente,
qu'il aurait fallu absolument stopper. Alors on s'en est aperçu en 1939. Le décret Marchandeau, c'est 1939. C'était trop tard. Par exemple, c'est un exemple que je prends. C'est-à-dire que, ou bien le moment où on a commencé à désigner une population comme coupable de tous les maux, comme on l'a isolée, on l'a traité de toi comme responsable de tout. Et on voit que ça a commencé par ça. Et les développements après, évidemment, dépendent à la fois des évolutions historiques et des résistances qu'on peut rencontrer. Mais je crois que la grande leçon, si on peut parler de leçon, de l'histoire de ces camps, c'est qu'en effet, les mots peuvent tuer. Et quand on voit la violence de la propagande antisémite d'avant-guerre déjà, et bien évidemment pendant la guerre, on voit que ces mots ont été des armes et ce sont eux aussi qui ont assassiné des personnes. Est-ce que parmi les visiteurs, depuis que vous êtes ouvert, les gens en sortant d'ici, ils ont une autre idée, ils ont une autre réflexion par rapport à ce qui s'est passé, où ils disent, bon, c'est l'histoire, et puis... Écoutez, je crois que, on l'espère, hein, qu'on a tout fait pour que, en sortant de cet endroit, et en particulier de cette salle des enfants, qui est tellement bouleversante, que les visiteurs puissent, avec cette émotion, en faire quelque chose, c'est-à-dire surmonter cette émotion tout en la gardant et en fabriquer, si vous voulez, de la réflexion sur tous ces événements-là. Bien évidemment, on l'espère et on a en tout cas tout fait pour que ça soit possible. Mais les réflexions qu'on recueille nous font penser que oui. S'il fallait envoyer un message au public, à ceux qui vont regarder cette vidéo, d'après votre témoignage, qu'est-ce qu'il serait? C'est laquelle? Il serait, si vous voulez, que on entend souvent le plus jamais ça. Et bien évidemment, quand on sort de cette exposition, c'est ce qu'on dit. Mais si on en reste à ce plus jamais ça, on n'ira pas très loin. C'est-à-dire le plus jamais ça, comment peut-on faire pour que ne se reproduisent pas de tels événements? On a vu qu'en 1994, il y a eu le Rwanda, qu'il y a eu d'autres massacres. Donc comment faire pour qu'enfin on ne voit plus ces violences extrêmes de l'histoire? Eh bien, il n'y a pas d'autre réponse que de se poser la question à soi-même. Bien évidemment, la poser aux autres, mais à soi-même. Qu'est-ce que moi je fais pour éviter que ça se reproduise? Quel travail sur moi-même déjà? Quelle vigilance sur moi-même? On parle souvent d'une vigilance nécessaire. Et évidemment, c'est une vigilance envers ce qui se passe à l'extérieur, donc être attentif aux événements, etc. Mais aussi être vigilant envers soi-même, c'est-à-dire ne rien laisser passer aussi en soi-même. Parce que je crois que c'est trop facile de tout rejeter sur les autres. Soi-même, il faut s'interroger soi-même, interroger le présent et s'interroger soi-même.